Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Cercle Peggy. Le Cercle Peggy, c'est l'antenne orléanaise du Cercle Aristote. C'est la chaîne qui dit ce qu'elle voit et qui, surtout, ose voir ce qu'elle voit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est majeur, comme cet ouvrage, le projet atlantiste de démantèlement de la Russie. Voilà, je suis avec Nicolas Taki pour en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Quentin, merci de me recevoir. Voilà. Bienvenue sur la chaîne du Cercle Peggy. Donc, à tous nos spectateurs, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette interview. Ouais. On va commencer par la première question, parce que, en effet, le projet de démantèlement atlantiste de la Russie, Un le projet plan contre la paix du monde en sous-titres. voilà, le projet atlantiste, un plan contre la paix du monde. Donc un ouvrage qui est très volumineux, de 1284 pages, de très nombreuses annexes, 17 chapitres, qui est un livre qui est un sujet inédit, qui n'a jamais traité auparavant, mais qui, ouais, en effet, se révèle extrêmement sourcé. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que vous avez eu pris connaissance de ce plan de démantèlement de la Russie, de ce complot atlantiste, si je puis dire? Est-ce que ça a déjà été traité auparavant dans des médias alternatifs ou des médias mainstream? Alors, j'ai découvert ce projet de démembrement de la Russie en septembre 2022 et c'est François Asselineau, le président du parti politique Union populaire républicaine, qu'il était intervenu sur le plateau de TV Liberté, c'était dans le samedi politique avec Élise Blaise, et aussi il avait fait une conférence au dialogue franco-russe avec comme présentatrice Irina Dubois. Mmh. Et de ces deux vidéos ont été le départ de mon investigation et qui m'a conduit à écrire ce livre. Et j'ai découvert qu'il existait ce projet et que ce projet était défendu par une organisation qui est le thème de mon ouvrage, qui s'appelle le Forum des Nations libres de la Post-Russie, en anglais Free Nation of Post-Russia Forum. Ils assument clairement de vouloir décoloniser, c'est le terme employé, de décoloniser la Russie, de la diviser en une trentaine, quarantaine d'États. Alors, pour Mmh. répondre à votre deuxième question, savoir est-ce que ça a été traité dans les médias mainstream, à ma connaissance, j'ai lu un article de l'Express, c'était, si je me rappelle bien, c'était en juin 2023, Mmh. et réservé à ses abonnés, je précise, donc Ouais, bah, s'adressant oui. à un public restreint. Et sinon, vous avez la revue Géopolitique Conflit qui en avait parlé aussi à peu près à la même époque, en 2023. Mmh. Ouais, ouais. Mais Alors, hormis ça, qui a entendu parler du Forum des Nations libres de la Post-Russie en France? Pratiquement personne en dehors de ces deux médias. mmh. Alors, donc ouais, vous parlez du Forum des Nations libres de la Post-Russie. Donc, dans le détail, qui retrouve-t-on dans ce forum et qui chapeaute tout ça en fait? Et quelle est vraiment l'influence réelle de ce forum? Est-ce que c'est confidentiel? Est-ce que ce sont des gens qui fantasment ou est-ce que ce sont vraiment des gens qui ont le pouvoir de leurs ambitions? Est-ce que c'est une menace aussi prise au sérieux par le Kremlin? Oui, oui, alors pour répondre à votre question, qui on retrouve? Oh ben, on retrouve des néoconservateurs américains, on retrouve, des Européens, en principe des Polonais, des Baltes. Et Mmh. si vous me permettez, on va, partager, justement, la carte, de ce fameux projet de démembrement. Ouais, Voilà. Donc super. vous avez à l'écran donc, c'est donc cette fameuse Russie décolonisée en une Mmh. trentaine, quarantaine d'États avec le plus comique, au centre, les États-Unis de Sibérie, Ah oui, avec avec le un drapeau qui drapeau rappelle, qui n'est pas sans rappeler les États-Unis d'outre-Atlantique. c'est ça. Alors aussi, heu, à gauche, tout à gauche, vous avez aussi la République baltique de Königsberg, c'est-à-dire Ah oui, qui doit cet enclave, remplacer l'oblast de Kaliningrad. ouais. Et tout à droite, on ne le voit pas trop, mais vous avez la moitié de l'île de Sakhaline et les îles Kouriles qui doivent Mmh. être rétrocédées
au Japon. Ah oui, oui, en effet, ouais, c'est la partie grisée qui est vraiment tout à l'est, là, au sud-est, hein, donc la fameuse île de Sakhalin, et puis ben, les petites îles Kuril aussi, qui sont pas très loin de la péninsule japonaise, et de l'île de Hokkaido surtout. Donc ça, ils veulent le céder au Japon. Voilà, c'est ça, c'est une vaste recomposition des frontières, en appuyant bien entendu sur, en principe, les critères ethnico-religieux, un peu comme on l'a voulu faire en Yougoslavie. D'accord, Et, oui. bien entendu, pour répondre à vos questions, en fait, ça s'inscrit dans la logique, des grands stratèges américains, de Zbigniew Brzezinski, le grand Mhm, échiquier, et la volonté de vouloir étendre les structures, atlantistes vers l'Est. Ça a été clairement écrit, et donc je retrouve, je retrouve que, en fait, ce projet de démembrement de la Russie, en fait, ce n'est pas si nouveau que ça, dans l'histoire parce que, mhm, comme je l'explique, dans mon ouvrage, il y a eu plusieurs projets, de démembrement de la Russie au cours de l'histoire. Mais mhm. nous allons, sûrement, en développer davantage dans les autres questions. Oui, oui. Donc, bien sûr, donc, ben, vous avez listé quelques-uns des objectifs du forum des nations, du forum des nations libres de Russie, pardon. Donc, qui sont les suivants, hein. Donc, j'ai listé donc ces 8 objectifs: déimpérialisation, décolonisation, dépoutinisation, dénazification, démilitarisation, dénucléarisation et des changements économiques et sociaux. Et donc, Oui, oui, c'est ça. ouais. Alors, en effet, la question, c'est que, est-ce que les peuples russes, on leur a demandé leur avis? Parce que, ben, en effet, la Russie, c'est vrai qu'il y a des peuples très différents, avec des cultures différentes. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment s'émanciper de Moscou? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Ou alors, c'est purement la volonté de ces ennemis extérieurs à la Russie, quoi? Eh bien, c'est précisément l'un des grands problèmes de ce projet. Il prétend parler au nom des peuples auxquels ils n'ont pas réellement on n'a pas demandé réellement leur avis. Il existe bien évidemment des tensions régionales, bien évidemment, mais c'est à chaque fois, c'est le stratagème, c'est s'appuyer toujours sur la fracture culturelle et ethnique, hein, notamment, s'appuyer sur, les revendications, tchétchènes, mais plus largement les Tatars, les Bachkirs, ou bien, certains peuples de Sibérie. Mhm, Mais en réalité, c'est, c'est que ces peuples, on essayerait de nous faire croire que tous ces peuples rêveraient de s'émanciper, de Moscou, heu, ce qui me paraît tout à fait énorme parce qu'en l'espace de 4 ans de conflit, on n'a pas entendu ces revendications, séparatistes. Heu, Ces discours, en fait, sont portés par des exilés, des militants politisés, et cela ne signifie pas, encore une fois, que ces fractures n'existent pas. Elles existent, mais bien évidemment, on les instrumentalise, ouais, heu, au nom, bien sur le feu. entendu, du fameux discours sur la démocratie, les droits de l'homme, la liberté. En fait, tous les narratifs qu'on nous a vendus à chaque guerre depuis maintenant plus de 35 ans. L'objectif, en fait, c'est d'atteindre, ce projet de fragmentation de la Russie, et bien entendu, l'objectif étant d'accéder en réalité aux ressources énergétiques et minières. Mhm. Ah oui, oui, en effet, c'est vraiment le grand projet des mondialistes, hein. Donc, de mettre main basse sur les ressources, et puis donc d'avoir quelque sorte des États fantoches, hein, comme on a démantelé la Exactement. Yougoslavie pour le passé, hein, d'ailleurs, hein. Oui, bien sûr, parce que qu'est-ce que la Fédération de Russie? En 2023, c'est 11 de la production mondiale de pétrole. C en 2024, la Russie représentait, 17 de la production mondiale de gaz, et en Mhm. 2025, le troisième pays producteur de minerais. Donc bien évidemment, ça peut attirer les convoitises de certaines sociétés transnationales américaines.
Ah oui, oui, et puis d'ailleurs, j'observe, bon, je prends un petit peu d'avance dans mes questions, mais on observe un petit peu une sorte de, comment dire, que l'hégémone américain, est de plus en plus, contesté, et le nombre de ressources, n'arrêtant pas de diminuer, hein, on le voit avec, bah, le blocage du détroit d'Ormuz et toutes les difficultés que cela, engendre. C'est-à-dire que, le fait d'avoir, le contrôle sur des ressources permet, quelque part de, bon, j'allais dire de gagner du temps, mais c'est-à-dire voilà, de se rassurer quelque part, en puissant en avoir, vraiment le contrôle direct pour avoir une sorte de monopole, quoi. Donc voilà, est-ce que on peut considérer que les Atlantistes sont quelque part dans une sorte de course, contre la montre, pour essayer d'enrayer, Mais bien sûr, une sorte de mais déclin? bien Mais bien sûr, c'est une course de la mon pour, contre la montre. Pourquoi? Parce que vous avez la montée, du monde multipolaire avec notamment, les BRICS, le Mmh. fait de vouloir s'émanciper, bah, de la domination de l'empire américain, bien Oui. évidemment. C'est Mmh. ça. Si les impériaux américains, n'agissent pas maintenant, eh bien, ils savent qu'à long terme, leur emprise, bah, va s'estomper. Bah oui, et d'ailleurs, on se demande, ben, quel est l'objectif, final, des atlantistes, en fait, en souhaitant démanteler la Russie, qui apparaît, enfin, c'est ce que disent, les soutiens, on va dire de Poutine et des BRICS, voilà, Poutine est une sorte, de catéchone, c'est-à-dire de quelqu'un qui va, freiner, nuire aussi à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, quelque part, et donc voilà, Poutine et ses soutiens souhaitent plus un ordre, on va dire, multipolaire, donc voilà. Qu'est-ce que les atlantistes, souhaitent vraiment en démantelant, la Russie, sinon, imposer une sorte de, voilà, de dictature, d'un nouvel ordre mondial, qui s'imposerait au monde entier depuis les États-Unis, quoi? Bah, oui, de toute façon, ce projet, d'aboutir à un gouvernement mondial, bah, ça a été, théorisé encore une fois par, les divers, impériaux, américains, et notamment vous en avez un, c'est, monsieur James Burnham. C'est un Mmh. politologue, donc américain, heu, qui a écrit ce livre, pour la domination mondiale, The Struggle for the World, et dans Mmh. lequel il explique qu'il faut créer un gouvernement mondial, une fédération mondiale dirigée par les États-Unis, avec le monopole atomique, où les nations seraient dépossédées de leur souveraineté Mmh. et devant s'imposer soit par la guerre ou l'intimidation. Toute ressemblance avec notre actualité géopolitique ne serait que fortuite. Mmh. En effet, oui, ouais. Pour eux, c'est vraiment un projet, quoi, donc et ils ont vraiment envie de le réaliser, de se donner, les moyens, pour ce faire, quitte d'ailleurs, à faire, feu de tout bois, j'ai envie de dire. Parce que, pour revenir au Forum des Nations libres de Russie, et on va dire de cet attelage des ennemis de la Russie, eh bien, on retrouve un petit peu de tout, hein. On peut retrouver, voilà, à la fois, ouais, des fémènes, des militants woke, des euro-atlantistes, même certains, qui sont, conservateurs, hein. On les retrouve notamment, vous disiez dans le livre, dans le groupe, ECR, hein, dans le groupe ECR qui Oui, regroupe de bien nombreux partis, sûr. mais aussi des Eh ben, néo-nazis, des islamistes, et cetera, quoi, donc vous des gens de avez toutes les causes. vous avez de tout, mais là, on va vous en présenter quelques-uns. Alors, si vous me permettez, voilà. Oui, bien sûr. Donc, sur la gauche, vous avez monsieur Andrius Almanis. Donc c'est le président de l'Institut, des régions de Russie. C'est une organisation qui existait avant le forum, et qui est-il? C'est un Lituanien qui a passé pendant 17 ans dans les forces de défense nationale lituaniennes, et notamment dans la CASP. Il a fait partie du Parti de la liberté, et récemment, il appartient au mouvement libéral, c'est-à-dire 2 partis politiques lituaniens qui ont fait partie de Mmh. la coalition, gouvernementale entre 2020-2024, et ces 2 partis sont rattachés au groupe Renew Europe. Ouais, Sur le la groupe droite, révolutionniste. voilà, sur la droite, vous avez, monsieur Vadim Stepa, donc lui, c'est le directeur de l'Institut des régions de Russie. Il est
chroniqueur pour 2 antennes régionales de Radio Free Europe, Radio Liberty, qui est un média américain qui est rattaché à l'US Agency for Global Media et qui est financé, c'est une agence fédérale américaine, donc qui est financée par le gouvernement et le Congrès des États-Unis. Donc, en d'autres termes, l'employeur de M. Stepa, ce sont les États-Unis. Et surtout, il est analyste à la Jamestown Foundation. C'est une fondation américaine néoconservatrice qui est dirigée par un certain Peter Mattis. Et M. Peter Mattis a commencé sa carrière au National Democratic Institute, qui est rattaché à la National Endowment for Democracy, et il a commencé aussi sa carrière au contre-espionnage à la CIA. Voilà qui sont les employeurs de M. Stepa. Et enfin, si nous revenons, et en fait, la Jamestown Foundation, il faut savoir que c'est l'un des sponsors du Forum des Nations libres de la Post-Russie, puisqu'ils ont accueilli le forum, je présente la publication, le forum aux États-Unis, à Washington. D'accord. Donc, voilà, c'est officiel. Et enfin, autre personnalité très importante, c'est Madame Anna Fotyga, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères polonaise. Elle est membre du PiS, le parti Droit et Justice, et elle était jusqu'en 2024 la secrétaire générale du groupe conservateur et réformiste européen. Et elle a même appartenu à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et vous voyez sur la droite, du temps qu'elle était ministre, avec Madame Condoleezza Rice et avec l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ah oui, oui. Donc en effet, le groupe ECR qui compte dans ses rangs on va dire, des membres du parti de Giorgia Meloni et puis aussi Marion Maréchal. Donc en effet, c'est intéressant de savoir un peu ce qu'ils pensent de tout ça, quoi. Donc de toute cette influence américaine pour lutter contre la Russie derrière, quoi. Donc Oui, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment patriotes, ces gens-là? Eh bien, voilà, vous avez la numéro 2 du groupe ECR qui a soutenu un projet il faut le dire, hein, de guerre totale contre une puissance nucléaire. Et on ne peut Oui. pas imaginer que Madame Meloni, qui dirigeait ce groupe, n'était pas au courant. Mhm. Mhm. Question que j'avais par rapport aux États-Unis, par rapport à la toute-puissance américaine, est-ce que vous pensez que le mondialisme et les structures qui sont en effet, voilà, vous parlez de la Jamestown Foundation, entre autres, qui sont beaucoup de structures qui sont basées aux États-Unis, hein, donc les atlantistes sont basés aussi bien à Washington qu'à Bruxelles, donc on va dire c'est deux côtés de l'Atlantique, quoi, donc l'Union européenne. Donc, est-ce que ça n'a pas un peu pris du plomb dans l'aile depuis que Trump a été élu et réélu président des États-Unis? Parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'on observe beaucoup une défiance accrue entre, on va dire, l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, et les Américains, quoique c'est à relativiser, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'il y a un repli des mondialistes sur l'Union européenne en ce moment? Est-ce qu'il y a un déclin de l'Empire américain? Une sorte du bris qui, voilà, est-ce qu'ils ont la possibilité de leurs ambitions quelque part? Enfin, il y a plusieurs questions, mais ouais. Alors, en effet, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les finances de l'USAID. Or, bien évidemment, l'USAID a financé ce projet de démembrement de la Russie et il a aussi coupé les fonds aussi à Voice of America et à RFE-RL. RFE-RL, donc, qui employait M. Vadim Stepa et qui faisait en plus la promotion de ce forum. Donc, en effet, ce projet a du plomb dans l'aile. Mais ses partisans se sont repliés, en effet, sur le continent européen, où ils continuent d'exercer une influence. Je peux vous citer l'une des structures qui appuie le démembrement de la Russie, qui gravite autour du forum, qui s'appelle la Free Russia Foundation. Et la Free Russia Foundation
Elle est inscrite en tant que lobby au Parlement européen et elle est dirigée par Madame Natalia Arnault, qui a travaillé à l'International Republican Institute, qui est aussi rattaché à la National Endowment for Democracy. Donc, ce projet continue, mais avec moins de fonds publics américains, mais plus des fonds privés. Par exemple, autre soutien Ouais. du démembrement de la Russie, vous avez le Hudson Institute, qui a aussi accueilli le Forum des Nations libres de la Post-Russie dans leurs propres locaux aux États-Unis. Et à chaque fois, bien entendu, la carte de démembrement. Et le Hudson Institute est financé par des entreprises américaines qu'on connaît tous, que ça soit Google, que ça soit Lockheed Martin, que ça soit Meta. Donc, ce projet continue. Donc oui, en effet, le projet continue avec des acteurs privés, donc peut être des grandes entreprises, ça peut être voilà donc de tout ce qui concourt au mondialisme, voilà et surtout ouais, le fait donc pas tant de gouvernement quelque part, enfin en partie que pour ce qui est de l'Union européenne, etc. Mais aussi et surtout énormément donc d'acteurs privés, hein, donc parler dans le livre d'ailleurs de quelques-uns de ces acteurs hein, qui veulent mettre en place donc ce nouvel ordre mondial. Ça peut être des fonds de pension comme BlackRock, comme Vanguard aussi. Il y a tout ce qui est lobby, etc. Lobby militaire-industriel, soft power, les GAFAM, d'autres transnationales, quoi. Oui, bien sûr. Par exemple, il ne faut quand même pas oublier que, par exemple, Vanguard, comme BlackRock, pèse aujourd'hui plus de 10 000 milliards de dollars en fonds de gestion d'actifs. Et que, par exemple, Vanguard charitable, ce qui n'est autre que la fondation philanthropique de Vanguard, a, a financé divers think tanks néoconservateurs américains, dont Mhm. le Hudson Institute, mais aussi la Free Russia Foundation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. D'accord. Euh, pour revenir en Europe, hein, donc par rapport à l'Union européenne, donc qu'est-ce qu'elle a vocation à devenir? Parce que l'Union européenne est en train de subir une sorte de, comment dire, de, ouais, je cherche mes mots. Euh, disons que l'Union européenne est en quelque sorte prise en tenaille, enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle se voit, donc entre le bloc américain, le bloc russe, les Chinois aussi, et tout ça apparaissent comme des sortes de menaces convergentes, et c'est pour ça que l'Union européenne ayant beau être vassalisée par les États-Unis, bon, acceptant peut-être de moins en moins cette vassalisation, hein, je sais pas, et donc elle rêve de pouvoir fusionner pour peser. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible, ou alors comment des petites nations comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie peuvent exister et peser individuellement dans ce monde qui se recompose en blocs impériaux? Donc, Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je vais essayer. ouais. Alors, vous avez le projet de l'Union européenne, c'est un laboratoire de gouvernance supranationale. Voilà. Une gouvernance qui est en effet dans une situation paradoxale qui prétend défendre la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, mais dans les faits, elle incarne de plus en plus le contraire. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle s'est construite sur le piétinement de 3 référendums. Hein. Ah oui, Référendum français, néerlandais 2005. ouais. Irlandais, on a tendance à l'oublier, mais l'Irlandais en 2008, on les a forcés à Mhm. revoter. Ah Un oui. quatrième, si je me rappelle bien, c'était en 2015, où la Troïka a sommé aux dirigeants grecs d'impliquer un plan de rigueur. Et le gouvernement a passé ça par référendum. Les Grecs avaient répondu non au plan de rigueur et on l'a imposé quand même. Mhm. Vous avez entre 2016 et 2020 les européistes britanniques qui ont tout fait, après la victoire du Brexit, ils ont tout fait pour que ça échoue. Ça Ouais. s'est finalement concrétisé, mais il a fallu quand même plus de 3 ans de négociations.
Et encore, Euh, la politique actuelle n'est pas totalement favorable aux partisans du Brexit, hein, donc ah Farage, c'est pas ouais, un peu... soi-disant que les Britanniques regrettent leur vote, bon, pas de chance. Aux élections locales, ils ont voté pour qui? Reform UK, c'est-à-dire le parti de Nigel Farage, Ouais, ouais, qui était le porte-voix du Brexit. Passons. Ensuite, vous avez eu en 2024 l'annulation des élections présidentielles en Roumanie au nom ouais, d'une le fameux soi-disant ingérence russe. Vous vous en souvenez de ça, hein? Oui, Alors, oui, pas de je me souviens, chance, oui. pas de chance, Karamba a encore raté. C'était en fait une manipulation du Parti national libéral roumain, Mhm. appuyé d'une société ukrainienne. C'était pas les Russes. Ah, pas de chance. Et Macron, il est allé de son ingérence en Roumanie d'ailleurs, hein, Macron, le gouvernement français, hein, oui, faut le dire. Et, et enfin, attendez, c'est pas fini. Il y a aussi la volonté de censurer les réseaux sociaux via le Digital Service Act. Ah oui, Donc, en résumé, c'est une forme d'Union soviétique modernisée, si je peux dire. Et en on effet. sait que l'Union soviétique n'a pas survécu au poids de ses contradictions. Alors, quels sont les moyens de l'Union européenne? Ben, ça va être un peu compliqué parce que on a désindustrialisé Mhm. vers la Chine, vers plus Oui, largement en Asie. Euh, c'est une économie de services, plus largement. C'est quoi les atouts de l'Europe? Même en matière de coopération, bah, je suis désolé, l'Europe puissance, c'est ça qu'on nous avait vendu. L'Europe qui devait faire contrepoids face aux États-Unis et à la Chine, vous vous en souvenez de toute ah cette ben, oui, 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 propagande? que les nations ne peuvent rien peser en soi-même, en Voilà, propre, et que donc il faut les fusionner pour qu'elles aient toutes la même politique, quoi. Donc, c'est ça. Eh bien, au final, bah, cette Europe puissance, que ça soit en matière agricole, industrielle, désolé, mais tous les voyants sont en rouge. mhm. Et attendez, sans parler qu'on est en train de tout saboter, hein. Même lutter contre les fameux GAFAM, rien du Oui, tout. ouais, il n'y a pas Même la d'économie européenne. DGSI française se repose aussi sur Palantir, qui est Mhm. américain. Américain, oui. Euh, les Polonais, ils achètent quoi? Du matériel d'armement français? Non, ils achètent américain. Mhm. Et au passage, c'est les Nicolas français qui payent, hein. Oui, oui, Ça, on a tendance à le fonds l'oublier. européen, Voilà, c'est ça. le fonds européen. Et ouais. Donc, je ne vois pas quels seraient les atouts de cette Europe. Alors, quel serait l'intérêt de la France? C'est d'être souverain, de ne pas justement entrer dans une logique de bloc contre bloc, avec le fameux choc des civilisations, Mhm. parce que ça voudrait dire qu'en fait, on se rangerait derrière l'hégémone de ce bloc qui serait encore une fois les États-Unis. L'intérêt de la France, c'est d'avoir une voix indépendante et de s'entendre avec tout le monde, aussi bien Mhm. avec les Mhm. États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, jouer toutes les cartes de Oui. la géopolitique. C'est ça, voilà comment même des nations modestes peuvent tirer leur épingle du jeu. Mhm. Par exemple. Bah, par exemple, les États d'Asie du Sud-Est, par Mhm. exemple. L'Indonésie, ils n'achètent pas de l'armement français. Voilà. Et pourtant, c'est une économie en pleine ascension. Oui. C'est les dragons, les tigres et les bébés tigres asiatiques aussi. Oui. Mm. Voilà. Et donc, si eux le font, pourquoi pas nous? Bah oui. D'où vient cette logique de voir, ah non, on n'y arrivera jamais, on ne peut arriver que par on doit carrément se faire avorter, s'auto-avorter au profit de cette Europe supranationale qui serait les États-Unis d'Europe.
Ouais, c'est ça. Et puis d'autres nations aussi également qui ont des puissances équivalentes à la nôtre, hein, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie tireraient également leur épingle du jeu en défendant des intérêts qui leur sont propres. Parce qu'on peut avoir des intérêts en commun, mais on a des intérêts parfois divergents sur certaines choses, hein. Donc voilà, tout ça on n'a pas les mêmes intérêts que les pays baltes ou que les Allemands, que les Italiens. Enfin voilà, tout Et ça, c'est un micmac. qui sont les alliés de la France en Europe, peut-on me le dire? Voilà, les Pays-Bas, les pays scandinaves, même les On en a pas. Polonais sont raccrochés à l'Allemagne. Oui. Donc, même si on devait, parmi les solutions, ce serait d'imposer une majorité qualifiée et non plus la règle de l'unanimité, eh bien, ce serait l'Allemagne qui aurait facilement cette majorité au détriment de la Mhm. France, Ouais. comme à chaque fois. Et oui. D'ailleurs, l'Union européenne a plutôt l'ambition d'être une sorte de laboratoire du nouvel ordre mondial, hein, voilà, donc par rapport à tout ce qui est idéologie woke, destruction des peuples, des nations, des identités. Donc voilà, voilà, est-ce que c'est un embryon du nouvel ordre mondial ou est-ce qu'on est plus là dans le réduit totalitaire pour faire le projet du Forum économique mondial de Davos, par exemple, donc faute de pouvoir s'imposer au monde entier. C'est à la fois une sorte d'embryon, comme je l'ai dit, de laboratoire, et ils espéraient que ça soit le parfait prototype pour ensuite arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire en effet cette fameuse gouvernance mondiale qu'on ne cesse de nous rabâcher depuis très longtemps, hein. Comme je vous Mhm. l'ai dit, hein, James Burnham, c'est 1947, hein, et on peut même trouver, je pense, des écrits bien avant. Je pense Oui. notamment à Clarence Streit, qui a écrit dans Union Nord, Union au cas où, ce projet de type, cette union mondiale. Mhm. Donc, c'est encore une fois une utopie parce que comment mettre d'accord 27 États? euh, Alors, imaginez avec 193 Ah États. ben, en effet, oui, ça Comment risque d'être. peut-on imposer ça si ce n'est par le biais d'une dictature? Et est-ce que les peuples seraient prêts à accepter attendez, une poignée de personnes puissent contrôler 8 milliards d'habitants? Oui, Ça, oui. ça ne... Et quel contre-pouvoir à cela? Ah ben, en Union européenne, on ne leur demande pas leur avis, leur peuple, au peuple. Donc Voilà. bon, quelque Donc, part, voilà. je vois mal le reste du monde accepter de se faire harakiri en matière de leur souveraineté. Ah ben, oui, oui. Et puis d'ailleurs, on va parler d'un autre BRICS, hein, et je pense que ça peut être intéressant de revenir sur la diapo. J'avais envie de parler. Alors, ouais, voilà. J'avais envie de parler des Chinois. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc, Voilà. en effet, bah, ouais, parce qu'on voit sur votre diapositive que les Chinois sont aussi concernés par ce projet de démantèlement. Donc, à l'instar du Forum des Nations de Post-Russie, il y a aussi des volontés atlantistes de démanteler la Chine, hein, alors que, bon, la Ouais, Chine n'a mais jamais vraiment menacé ses ennemis, hein. Bon, peut-être il y a eu le Japon dans les années 1930 éventuellement, voilà, mais ça, c'est enfin, il y a eu des tensions en Asie de l'Est, bien sûr, mais la Chine n'a pas eu vocation comment dire, à dominer le monde entier. Bon, elle le fait déjà par ses produits manufacturés, par les ténus, etc. Bon, bref, mais bon, ça Et c'est surtout, les elle n'a historiques. pas les hommes pour pouvoir remplacer l'Empire américain. Donc, il faut arrêter avec ce fantasme que Oui. la Chine va tous le dominer, remplacer, va faire comme les États-Unis, va placer 800 bases dans le monde. Elle n'a pas les hommes parce que la Chine a accompli justement sa Mm, transition démographique. Voilà. mm, Donc, mais pour revenir en effet à la carte, donc ça c'est une publication du Forum des Nations libres de la Post-Russie qui présente aussi une carte d'une post-Chine. Vous avez notamment la création d'un Tibet indépendant, mais aussi la création d'un Turkestan oriental qui mm. remplacerait la région chinoise du Xinjiang, où vivent C'est ça. justement C'est là la où on voit minorité le ouïghour. croissant, là, oui. Donc, Ah ouais. le tu- Et c'est il faut le croissant là savoir, où il y a les Ouïghours d'ailleurs, hein. Donc, ouais, ouais, c'est ça ça. s'intéresse Raphaël Glucksmann, ça, hein. C'est ça, oui, 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 bien sûr. Oui. Toujours du côté de l'atlantisme, hein. Oui, voilà, C'est, ouais.
Les Ouïghours, C'est le une bonne Tibet, question. voilà. Oui. Il y a aussi les Tibétains, oui. Mais il faut savoir aussi qu'il existe un gouvernement de l'Est-Turkestan en exil, et je vous le donne en mille, qui se trouve aux Aux États-Unis, États-Unis. Et oui. évidemment. Vous avez aussi une république de Mandchourie, et aussi bah, Hong Kong et Taïwan doivent bien évidemment être indépendantes. Donc, c'est une Mm. vaste recomposition des frontières de l'Eurasie, et Oui. c'est en parfaite adéquation avec les publications de l'OTAN, qui définit justement la Russie et la Chine comme une menace à l'ordre international fondé sur des règles, je précise, Mhm. mais aussi aux publications des néoconservateurs américains. Et là, je vais vous renvoyer, alors je défile. Oui, oui. Voilà, ça Ok. c'est la fameuse publication de l'American Enterprise Institute, qui a publié en septembre 2024 l'axe d'agression qui définit la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord Mm, comme mm. c'est un nouvel axe du mal. Oui. Il qualifie ces États d'États révisionnistes, c'est-à-dire des États qui remettent en cause, je cite, l'ordre international dirigé par les États-Unis. Mhm. US Lead International Order. Voilà. Ça fait une Et large définition du révisionnisme, en effet. voilà, c'est ça. Et pour revenir, je précise que voici l'un des participants de Ah ce oui. forum qui s'appelle Monsieur Günther Fellinger. Oui. C'est un économiste autrichien, Mhm. ultra-atlantiste, comme vous le voyez D'accord. derrière, avec les drapeaux de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'Ukraine et des États-Unis. Oui. Il a fait valoir son expertise à l'European Council on Foreign Relations, qui est l'équivalent du CFR américain. Il était proche du Parti populaire européen, et ce monsieur a publié donc une carte aussi d'un post-Iran. Très Ah bien ouais, ouais. noté, hein. Notre Et Autrichien donc, s'intéresse beaucoup à l'Iran, ouais. vous voyez sur la carte la création d'un Turkménistan du Sud, un Mhm. Baloutchistan, deux entités formant un Arabistan, un Kazakhstan, qui représente l'ethnie Kazakhs d'origine turque, un Kurdistan, et enfin un Oui. Azerbaïdjan du Sud, là où vivent la minorité azérie. Donc, et ça, c'est en parfaite corrélation avec cette fameuse carte qui a Mhm. été publiée dans la revue Armed Force Journal du lieutenant-colonel américain Ralph Peters, et dans son article Blue Borders en juin 2006, cette fameuse carte d'un Moyen-Orient recomposée sur les critères ethnico-religieux. Donc, ce que publie le forum, en fait, ils ne font que recycler des concepts qui ont été déjà théorisés il y a de cela 20 ans. Ah oui. Donc, c'est pas nouveau. Et c'est assez intéressant cette carte-là parce que, ouais, en effet, on constate que bah, le Pakistan est considérablement réduit de taille, hein, on voit ça, côté entre l'Inde, coincé entre l'Inde et l'Afghanistan, voit l'Irak divisé entre un État sunnite et un État chiite. Grand Israël, non, il n'est pas dans le projet. Ah oui, voit, ils aimeraient le mettre dans les frontières d'avant 67, du coup. Ouais, ouais. Et même créer un Mais État islamique secret autour de la Mecque et de Médine. bah, entre-temps, les projets ont sûrement changé, mais en ce qui concerne la division du Proche-Orient, diviser pour mieux régner, et Oui, pour ensuite, encore une fois, accéder aux ressources énergétiques, pétrole, et oui, gaz. c'est ça. Et évidemment, parce que l'Iran, bien évidemment, c'est un important producteur mondial de pétrole et de gaz, et bien entendu avec le fameux détroit stratégique d'Ormuz. J'avais une question par rapport à ça, justement par rapport à tout ce qui se passe au Proche-Orient, les conflits actuels en Palestine, en Iran, au Liban aussi, hein, mais même plus précédemment, qu'on a vu en Syrie aussi ce qui s'était passé, et même voilà, au plus près des frontières de la Russie, c'est-à-dire dans toute la zone Arménie, Azerbaïdjan, etc., où là aussi il y a des conflits également. Donc, est-ce que ça a une influence entre une sorte de guerre froide qui se perpétue, hein, elle n'est jamais terminée, la guerre froide entre les États-Unis et la Russie.
Donc voilà, est-ce que ces conflits ont une influence sur les relations États-Unis-Russie? Bah, bien évidemment, parce que prenons le cas de l'Iran. On sait très bien que derrière, c'est la Chine qui est visée et Oui. ses approvisionnements. Mmh. Bien évidemment, l'Iran, c'est parce que aussi c'est un partenaire de la Russie, donc bien évidemment, et qui forme un État qui sécurise notamment sa frontière sud, notamment. Mmh. Mmh. Et au passage, les néoconservateurs américains s'appuient justement sur le panturquisme pour justement vouloir créer une sorte de Rimland, mais intérieur en Ah oui, Eurasie. Une fois que la Russie et la Chine seraient démembrées, vous avez ici la fameuse carte de ce que les panturquistes appellent le Grand Turan ou Nouvel Empire oui. turcique, et qui irait des Balkans jusqu'à la Yakoutie, quoi. D'accord, hein. Ah ouais, Et ouais, qui vraiment, passe et qui passe dans son cœur, qui est l'Asie centrale, avec aussi le fameux État du Turkestan oriental s'il devait prendre son indépendance. d'accord. Ah ouais, donc Donc, ouais, on aurait ce grand État qui irait carrément jusqu'au détroit de Bering, quoi, de Istanbul jusqu'au détroit de Bering. c'est ça. Et si vous regardez bien, il y a aussi des communautés turcophones autonomes En, en Europe. en Europe, oui, bah oui. Eh En oui. Allemagne, il y en a beaucoup, même un En petit peu dans les Allemagne, pays balkans. oui, parce que la communauté turcophone est importante du fait de l'immigration. Le fait est Oui, qu'il soit organisé. Et il faut ne pas oublier que, par exemple, lors des dernières élections présidentielles en Turquie, plus de 60% de la diaspora turque en Allemagne a voté pour Erdogan. ah oui, oui. Donc, c'est un sacré poids. Ouais. Puis en effet, Erdogan aime bien jouer sur tous les tableaux, hein, même si voilà, la Turquie est officiellement membre de l'OTAN, donc il participe aussi. Évidemment, mais pour revenir que certains néoconservateurs américains et les partisans de ce Forum des Nations libres de la post-Russie sont prêts à justement appuyer le panturquisme pour Mhm. affaiblir justement la Russie et par extension la Chine. Ah bah Et oui. bah, de toute façon, ce n'est pas la première fois. Ne jamais oublier que Mm. la Mm. fameuse guerre qui a opposé au XIXe siècle la France, le Royaume-Uni et l'Empire ottoman face à l'expansionnisme russe. C'était Mhm. déjà une volonté d'empêcher la Russie d'accéder aux mers chaudes et de reprendre Constantinople. En effet, oui, il s'agit Donc, de ouais, leur bloquer l'accès aux mers, à la mer Méditerranée, là, oui. c'est ça. Et ça, c'est ce que j'explique aussi dans mon chapitre 2, c'est que ces grandes stratégies, elles datent depuis plus d'un siècle. Mhm. Par exemple, le projet de fameux démembrement de la Russie, ça ne date pas, ça date déjà depuis, ça a été théorisé au 19e siècle et ça a été tenté d'être appliqué au moment de la Première Guerre mondiale. Là, je vous Oui, oui. présente la fameuse carte. Voilà. Vous avez ici les divers projets de démembrement de la Russie. Alors, le premier, c'est, il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait appuyé une structure à peu près équivalente au Forum, qui s'appelait Die Liga der Volker Russland, traduit Mhm. la Ligue des peuples étrangers des Russies, et c'était financé par le gouvernement allemand, et qui avait Mhm. pour but de fédérer les minorités non russes de l'Empire pour la fragmenter. Ensuite, d'ailleurs, je renvoie à cet excellent ouvrage qui s'appelle La Ligue des peuples étrangers de Russie 1916-1918, et c'est de l'historien finlandais Seppo Zetterberg. Voilà. Ensuite, deuxième tentative, bien évidemment, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avec le projet d'Hitler d'étendre le Reich à l'Est, de bâtir le fameux Lebensraum. Et pour y arriver, il s'était appuyé sur certains collaborateurs russes, et dont le général Andrei Vlasov, qui le 14, le général Vlasov, c'est un officier de l'armée soviétique qui a fait défection pour se mettre au service de l'Allemagne hitlérienne. Et il a créé en 1944, le 14 novembre 1944,
le comité pour la libération des peuples de Russie, et qui avait aussi pour but justement de se libérer les peuples russes comme non russes du joug bolchevique. Ensuite, vous avez eu le, euh, le bloc des nations anti-bolcheviques qui était dirigé pendant 40 ans par Yaroslav Stesko, qui était un proche collaborateur de Stepan Bandera, membre de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, qui avait collaboré durant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. Mhm. Et, et donc, et que les Américains ont soutenu dans le cadre de la guerre froide. Et je tiens à présenter cette photo. Vous Oui, avez ici donc comme M. ça. Yaroslav Stevsko avec serrant la main du vice-président des États-Unis de l'époque, M. George Herbert Walker Bush, Mhm. pour montrer l'alliance entre ces nationalistes ukrainiens et les néoconservateurs américains, Oui. avec le Le... soutien de l'administration de Ronald Reagan. Et si on Ok, revient oui. donc à l'image, voilà. Il y avait aussi en parallèle, dans les années 50, le Comité américain pour la libération du bolchevisme, et qui était chargé de soutenir les divisions, les dissensions qu'il pouvait y avoir au sein de l'Union soviétique. Et ça a été déclassifié par la CIA. Mhm. Ça a été appuyé par la CIA. La Oui. volonté, encore une fois, d'appuyer sur les fractures internes. Et enfin, une petite structure qui est très peu connue, qui s'appelait le Comité américain pour la paix en Tchétchénie, qui, au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999, était chargé de soutenir de manière subreptice les Mhm. séparatistes tchétchènes, et ça a été appuyé, ça a été soutenu par, à l'époque, la Freedom House et par Mhm. la Jamestown Foundation. Oui. La Jamestown Foundation qui soutient l'actuel projet de démembrement de la Russie Mhm. avec le Forum des Nations libres de la post-Russie. Donc, vous voyez qu'en l'espace d'un siècle, il y a une continuité. Ça a été théorisé par Oui. les Allemands, ça a été tenté à 2 reprises par eux, et après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Américains qui ont repris le flambeau. Mhm. D'accord, oui. Effectivement, ouais. Donc, ce projet de démantèlement de la Russie, il remonte pas à hier, hein. Il a quand même plusieurs siècles et sont vraiment des gens motivés sur le temps long pour démanteler la Russie. Donc, je vais pouvoir en venir maintenant à ma toute dernière question justement qui porte sur la Russie, parce que ben, tout au long de son histoire, le pouvoir russe a cherché à être légitime aux yeux des populations qu'il y a à l'intérieur de son pays, qui voilà, qui est quand même le plus vaste du monde. Voilà, donc notamment avec un pouvoir fort, avec une autorité, une légitimité. Donc Plus de 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions, oui, c'est vraiment c'est presque plus de 30 fois la France, hein, pour imaginer, hein, donc c'est vraiment vraiment énorme, hein. Et donc qu'est-ce qui peut permettre de la Russie de perdurer en tant qu'État sur le long terme, par exemple, est-ce que c'est toutes ces ressources, cette volonté de faire corps, de s'unir derrière un chef, et qu'est-ce qu'il adviendra de l'unité russe après Poutine, selon vous? Alors, l'histoire russe a montré que euh, le peuple russe a une remarquable capacité de Mhm. résilience. Mhm. C'est indéniable. La Russie a survécu aux invasions, aux révolutions, aux guerres civiles, à l'effondrement de l'URSS. Sa, sa cohésion repose sur plusieurs facteurs, je pense. Une identité historique, Mhm. une culture, un État centralisé, bien évidemment, des ressources naturelles, bien évidemment, sa profondeur stratégique aussi, ne jamais oublier, hein, 17 millions de kilomètres carrés. Alors, la question de l'après-Poutine, oui, bien sûr, c'est évident, aucun dirigeant n'est éternel. Mhm. Bah, nous aurons la réponse en 2030, à la fin de son mandat. Nous saurons Mhm. quelle faction va l'emporter, quel successeur va désigner, et l'enjeu de savoir si les élites
si les élites russes parviendront à maintenir l'équilibre justement entre unité nationale, développement économique, adaptation aux transformations du monde, Mhm. notamment le monde multipolaire, faire Oui, face aux problèmes démographiques aussi. oui, La oui. Russie a aussi accompli cette transition, c'est l'un de ses points faibles. Mhm. Euh, pour ma part, je pense que la Russie dispose, mine de rien, de ressources humaines suffisantes pour demeurer encore une puissance, une grande puissance du XXIe siècle. Uni, oui. Pour l'instant, oui. Après, Mhm. de toute manière, là, ce que nous assistons, c'est un basculement de la Russie de plus en plus vers l'Asie. Vous Mhm. avez récemment le fameux projet de Power Siberia 2 qui va alimenter en gaz, en énergie la Chine. Et bien évidemment, toutes ces infrastructures, lorsqu'elles vont aboutir, eh ben, nous, les Européens, nous serons sur la touche parce que nous n'aurons plus Mhm. accès à ces ressources. La priorité, ce sera ce bloc, je pense que le terme est un peu fort, mais cette coopération d'Eurasie qui sera le marché avant tout des ressources russes et non plus l'Europe. Donc Mhm. nous serons nous confrontés à ce problème de ressources énergétiques. Donc on verra bien donc, la prochaine étape 2030. Voilà, pour répondre à D'accord, votre oui. question. Donc, Et je tiens cependant à terminer aussi avec une dernière image de mon diapo, bien si sûr. vous permettez. Alors, je vais remettre comme ça. Voilà. Euh, voilà. Donc, Alors. Là, vous avez ici il faut savoir la capture d'écran du site Rosfin Monitoring. Mhm. C'est le service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie. Et comme vous le voyez à l'écran, ils ont classé donc le Forum des Nations libres de la post-Russie, ainsi que les principaux protagonistes du forum, M. Andrius Salmanis et Vadim Stepa, dans la liste des organisations et des personnes considérées comme extrémistes et terroristes. Mhm. 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 Donc, ça veut dire que toutes ces personnes qui participent ou bien qui soutiennent, eh ben, ils s'associent avec une organisation terroriste considérée comme terroriste par la Fédération de Russie. Mhm. Oui. Et enfin, je vous renvoie à nos spectateurs à ces deux ouvrages majeurs. C'est bien évidemment le livre de James Burnham, donc Pour la domination mondiale, dans lequel il explique très bien le fameux nouvel ordre mondial, le projet de gouvernance mondiale que souhaitent les impériaux américains. Et bien évidemment, le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, et qui a expliqué dans son livre que l'Eurasie reste l'échiquier sur lequel se déroule la lutte pour la primauté mondiale. Et c'est toujours le cas. Il a écrit ce livre en 97, nous sommes en 2026, c'est toujours d'actualité. Eh oui, en effet. Donc, il y a encore l'histoire qui va continuer de s'écrire dans les siècles à venir, donc autour de tout ce qu'on a vu en matière de géopolitique. Hein. Donc, vraiment, ça, on n'est pas à la fin de l'histoire, loin de là. Il y a encore de la matière, hein, en effet, et beaucoup d'autres analyses, donc comme la vôtre, hein, que je recommande à tous nos spectateurs. Donc, ils peuvent commander ce livre, Le projet Atlantis de démantèlement de la Russie, un plan contre la paix du monde, Nicolas Taki. Donc, on peut le retrouver sur le site du Cercle Aristote, on peut le retrouver sur d'autres plateformes, chez les libraires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le commander. J'en profite aussi pour faire une petite publicité pour Sabrina Kider et son livre Or bleu et souveraineté, donc qui est une On vraie synthèse pour commande, comprendre il faut les enjeux l'acheter, liés il à faut l'eau commander. XXIe siècle. Voilà. Trouvable sur la librairie du Cercle Aristote. Voilà. Nicolas Taki, un mot de la fin avant qu'on se sépare? Eh bien, longue vie au cercle Aristote et au cercle Peggy. Merci beaucoup. Et donc, ben, tous nos spectateurs, n'oubliez pas de d'aimer cette vidéo, de vous abonner, de commenter et de la partager parce que on a traité un vaste sujet très intéressant et je pense que ce livre sera en bonne place dans votre bibliothèque. Merci beaucoup, Nicolas Taki.
Merci Et de m'avoir reçu. nous, merci à vous et puis on se retrouve pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.